Et oui, malgré la guerre commerciale et une scène géopolitique mondiale qui était très tendue au premier semestre, les bourses ont su tirer leur épingle du jeu au premier semestre. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Demby, qui est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Est-ce que le second semestre peut être lui aussi positif pour les indices boursiers ou c'est vraiment on est trop dans le brouillard pour se prononcer? Alors, on aura peut-être un peu de volatilité l'été, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça peut être lié au dollar que vous évoquiez précédemment. La réalité, si on regarde en fin d'année, on devrait quand même avoir un bon deuxième semestre. À mon avis, l'administration Trump, à partir de septembre, sera un tout petit peu plus sage. Vous avez l'optique tout simplement des élections à mi-mandat. Et un point qui est très important, Trump a peu regardé finalement les actions depuis son arrivée, il a regardé le marché obligataire. Là, ça va changer, tout simplement parce que les actions représentent à peu près 49% du total des actifs des ménages américains. En comparaison en France, ou plus globalement en zone euro, on est à 10%. Et donc, si la bourse américaine, le S&P, le Nasdaq, etc., ne se comportent pas très bien en fin d'année, ça peut être compliqué pour les élections. Donc, je pense qu'un contexte un peu moins volatile du fait de l'administration Trump. Bon, les risques qui pourraient contrarier les investisseurs au second semestre, on pense évidemment au dollar parce que c'est l'actualité et qu'en euro-dollar, on est au-delà des 1,18 où on se parle. Je pense que c'est le principal risque, le principal inconnu. Alors la tendance à court terme, elle est clairement en faveur d'une baisse du dollar. La question, c'est jusqu'à où? Si on regarde les contrats à terme sur le marché d'échange, on est passé en l'espace de quelques semaines d'une cible de fin d'année qui était à 1,20, ce qui était déjà quand même beaucoup, à 1,23. Et on a des prévisions pour l'année prochaine à 1,30. Le point qui est vraiment essentiel, c'est qu'on a une dépréciation qui est extrêmement importante du dollar. À mon avis, ce n'est pas structurel, mais conjoncturel, ça pose un vrai problème. Concrètement, je donne un exemple. Aujourd'hui, du côté des actions américaines, la performance elle est plutôt honorable. Il y a eu un rattrapage depuis le mois d'avril. Entre 3 et 4%. Exactement. Mais vous rajoutez l'effet taux de change, largement négatif. Pour l'investisseur européen. Américain. Voilà, exactement, et notamment européen. Il faut être très clair, hein, habituellement, quand on investissait sur des actions américaines, on ne prenait jamais de stratégie de couverture du taux de change sur l'euro-dollar, parce que la volatilité est assez faible. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet qu'on discute avec des clients particuliers, avec des clients institutionnels. Tout le monde se dit, si ça continue de baisser, pour nous, concrètement, en fin d'année, notre performance, elle va être négative, peu importe ce qui se passe du côté des actions américaines. Donc un vrai sujet fondamental, au moins pour cette année. Bon, sur le marché de l'emploi américain, on le suit toujours évidemment. S'il devait se détériorer à vitesse grand V, c'est un risque, mais on ne le voit pas pour l'instant. On ne le voit pas. Le seul marché développé où ça se dégrade plus vite que prévu, et ce n'est pas encore répercuté sur les décisions de politique monétaire, c'est le Royaume-Uni. On voit qu'il y a vraiment une dégradation qui est assez rapide et qui n'a pas forcé la Banque d'Angleterre à l'instant T à accélérer son processus de baisse de taux. Aux États-Unis, la zone un peu de sensibilité, c'est si on avait un taux de chômage à 4,5 contre 4,2 aujourd'hui. Ça peut paraître pas beaucoup en termes de marge, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un net ralentissement pour arriver à 4,5. Donc à mon avis, côté américain, ce n'est pas le principal risque. Finalement, ce qui peut se passer côté européen, c'est qu'on ait cette dégradation du marché de l'emploi, Royaume-Uni y compris en Europe, un peu plus rapide que prévu, et donc des baisses de taux plus importantes. Donc finalement, une mauvaise nouvelle deviendrait une bonne nouvelle. Je le rappelle, aujourd'hui, un élément fondamental qui explique aussi la résilience des banques centrales, des marchés financiers, c'est que vous avez eu 64 baisses de taux au niveau mondial depuis le début de l'année. C'est un record depuis 2020, quand on était en période de pandémie. Aujourd'hui, on n'est pas en période de pandémie, de récession. Voilà, exactement. Et point qui est intéressant, hors Fed. Et avec une capacité, notamment la BCE, je pense, baissera un peu plus encore. La Fed va prendre ensuite le relais à un certain stade. Donc il y a quand même cet élément structurel d'optimisme. Donc sur ces 5 gros risques qui pourraient inquiéter les marchés financiers, le dollar, détérioration du marché de l'emploi, notamment aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi un autre sujet qui va être plutôt lié aussi à la géopolitique. Alors ce n'est pas l'élément qui est vraiment crucial dans l'immédiat, mais on le voit sur la question de l'approvisionnement en termes de matières premières. Le sujet, c'est que quand on a un risque géopolitique, Moyen-Orient par exemple, tout de suite on se dit sur les actions, ça va être catastrophique. Ce n'est pas le vrai problème, les actions. Ouais, on l'a vu encore, elles se sont finalement très bien rétablies. En revanche, sur les matières premières, parce qu'il y a peu de liquidités, c'est des marchés très contrôlés autour de quelques grands négociants, on voit que le risque géopolitique a un vrai impact. Alors ça peut être le pétrole, bien sûr, on le pensera, mais ça peut être des matières premières agricoles. Et ça, c'est des sujets qui peuvent revenir éventuellement aussi à prendre en considération. La concentration trop forte de la performance en bourse, c'est-à-dire, en quoi c'est un risque? Vous en souvenez, l'année dernière, en 2024, tout le monde était positionné action américaine, assez logiquement, mais malgré tout, on se disait, c'est un peu cher, et surtout, c'est quelques grandes valeurs, les 7 magnifiques, si je résume un peu sommairement, qui font l'intégralité de la performance. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un tout petit peu moins le cas, même si ça commence à revenir, cette concentration. Mais le point qui est intéressant, c'est que
un argument pour aller investir en Europe en début d'année, c'est de se dire on n'a pas cette concentration en Europe. Mais aujourd'hui, vous l'avez désormais. Si vous regardez le DAX, qui a une très belle performance, c'est lié à 4-5 valeurs. SAP, une valeur dans la défense, donc c'est très très concentré. Et la réalité, c'est que finalement, si vous regardez un peu partout dans les grands marchés développés, sur les actions, vous êtes sur des marchés qui sont ultra concentrés. Ce qui veut dire que si on a un accident avec une de ces sociétés ou plusieurs, par exemple, je ne sais pas, Nvidia qui déçoit fin août lorsqu'elle fait ses résultats d'entreprise, vous avez un marché qui s'effondre. Donc cette concentration, qu'il y a des phénomènes structurels aussi, c'est quand même un élément qui est un peu négatif. Et ça crée des à-coups assez réguliers. Autant sur les autres risques qu'on a évoqués, je ne suis pas sûr et certain que ça va provoquer de gros à-coups, mais la concentration de marché cette année va être encore un sujet. Autre gros risque, qu'on soit trompé sur le momentum européen qu'on a surestimé? Oui, alors très bien, premier trimestre, les chiffres étaient effectivement bons, il y a eu des plans d'annonce, mais en Allemagne. En Allemagne, oui, en France, vous l'avez discuté, c'est d'autres sujets. Il y a quand même deux sujets. Les plans européens, les plans allemands, ils ont toujours des problèmes d'exécution. C'est-à-dire vous avez des beaux chiffres en termes de communication politique, mais l'exécution prend du temps et l'impact macroéconomique prend du temps. Nous, je vais être très transparent. Quand on a eu le plan allemand qui a été relancé, on s'est dit, nos équipes macroéconomistes ont travaillé, ils ont fait des modèles, ils se sont dit, on va avoir un bel impact déjà sur la croissance en 2025. Puis après, on s'est rendu compte que ça va peut-être être décalé dans le temps. Cet impact positif, c'est peut-être 2026, voire 2027. Et l'autre point qui va être aussi essentiel, c'est que finalement, la macroéconomie est toujours très négative. Regardez la production industrielle, les derniers chiffres donc, qui sont pour le mois de mai, que ce soit Allemagne, France, les grands pays, c'est en contraction, en variation annuelle. Donc la dynamique quand même reste relativement faible. Il y a des opportunités d'investissement, mais pensez qu'on soit sur un changement de paradigme avec, on délaisse les Américains, les actions américaines, parce qu'on se dit finalement en Europe, il y a un champ de bataille qui est suffisamment suffisant. Je suis assez sceptique. Bon, il nous reste un dernier risque, la Chine. Des déceptions sont possibles, on sait que Pékin a tendance quand même à piloter les choses, non? Alors, Pékin pilote très bien les choses, et notamment du point de vue du marché des actions, ça bouge quand même assez peu. Il peut y avoir des remous, mais on sait que les banques publiques ensuite interviennent, elles sont à la manœuvre. Le problème de la Chine, c'est que vous avez toujours, c'est assez régulier, tous les 6 mois, tous les 3 mois, ça dépend, vous avez cette vague d'optimisme. Il faut revenir sur la Chine. Alors que ça reste un marché qui est extrêmement compliqué aujourd'hui. La consommation, nous, on estime que ça va prendre au moins 2-3 ans avant que ça se rétablisse, parce que c'est le temps long aussi en Chine. Donc ça veut dire aussi des valeurs du luxe en France, ça peut être un peu compliqué, qui sont lourdement exposées à la Chine. Et l'autre point, c'est que vous avez aussi du point de vue industriel, certes, il y a des belles pépites dans l'intelligence artificielle, etc. Mais vous avez, quand vous regardez les marges, par exemple les marges des semi-conducteurs, en l'espace de 2 ans, donc marge nette, on est passé de 14% à quasiment 0% dans un secteur qui est stratégique. Donc il y a aussi quand même beaucoup de difficultés avec la Chine. Et il y a toujours ces plans de relance. Certes, il y a des gros chiffres qui sont annoncés, mais c'est un mastodonte qui est très dur à bouger. Encore une fois, c'est toujours la même chose, l'exécution et le timing aussi en Chine, parce que c'est toujours plus long qu'ailleurs. Parmi tous les risques évoqués, celui qui a le plus de chances de se matérialiser et d'effrayer les investisseurs et de créer de la volatilité sur les marchés. Très clairement le dollar. Vraiment, c'est déjà entamé en plus et on le voit, c'est une vraie préoccupation. Il y aurait quel impact sur les classes d'actifs? Alors je pense que ça a conduit à interroger beaucoup d'investisseurs, sur est-ce qu'on doit être, on est habituellement quand même assez surexposé aux États-Unis, notamment les investisseurs européens ou encore pire asiatiques. Et ensuite, le deuxième point, c'est est-ce qu'on prend des stratégies de couverture pour se prémunir contre le risque de change. C'est un sujet, parce qu'une stratégie de couverture aujourd'hui, si vous la prenez, ça vous coûte 2,5%. Ouais. Par an? Par an, oui. Elle peut évoluer, mais en tout cas, à l'instant T, ce jour, c'est 2,5%. Donc, il faut vous dire qu'à minima, pour que ce soit rentable, vous anticipez que d'ici la fin d'année, ça va baisser au moins de 3-4%. Sinon, ce n'est pas très pertinent. Et donc, il y a ce sujet-là. À mon avis, quand même, la baisse est enclenchée. Vous aurez les interrogations sur le successeur de la Fed qui va encore continuer d'accentuer cette crainte sur le dollar. Parfois, j'aime bien être contrariant et je vois qu'effectivement, tout le monde est très vendeur dollar à des niveaux qui sont records depuis des décennies, je crois même 40 ans. Mais malgré tout, on voit que tant que l'administration Trump n'est pas limpide et se calme un peu sur ça, le dollar ne peut que chuter aujourd'hui. Et même, je crois que le dollar, pour être très franc, n'augmente face à des devises majeures que face au rouble russe, pour une simple raison, c'est que c'est manipulé par la Banque centrale. Mais sinon, la lire turque, mais sinon, par rapport aux grandes monnaies, la réalité... On va jusqu'où en euro-dollar, possiblement, cette année? 1,25? Alors moi, je vous aurais dit il y a quelques semaines 1,20, mais vu l'appréciation, je pense que vous avez une zone de résistance à 1,2340.
donc qui est forte, qui est depuis plusieurs années. On n'est pas encore là. On n'y est pas, mais on peut l'atteindre, ça peut être un sujet quand même. Ça peut aller assez vite, surtout l'été, les mouvements sont assez rapides sur les devises. Puisqu'il y a moins d'acteurs et donc moins de liquidités. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Christopher Damy, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci. Merci.